Donc aujourd'hui, on va mesurer le web avec une banane. Et on va voir tout de suite, en fait, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on mesure. Bon, indépendamment du web, ça peut être intéressant de savoir pourquoi on mesure. Alors on mesure pour comparer des éléments, des choses. Pourquoi on compare? Eh bien, en grande partie pour ramener l'inconnu au connu. Donc ça va vraiment être un outil, la mesure, pour découvrir des choses, comparer des choses. Et au final, le résultat de ces mesures, c'est vraiment de pouvoir décider de manière éclairée sur des différentes choses que l'on mesure, anticiper, etc. Alors nous, on est en sciences de l'information, donc on va regarder plus précisément comment on mesure en sciences de l'information. Ah, je voulais prendre une banane, j'ai oublié de prendre ma banane ce matin. Donc en sciences de l'information, la première chose qu'on fait, c'est qu'on mesure des livres, on mesure de l'information. Mais, bien souvent, on connaît plutôt le fait de mesurer des livres, des articles et des autres moyens de communication enregistrés. Donc c'est la définition de la bibliométrie, pour ceux qui... Ah, ça dépasse. Pour ceux qui connaissent, qui est donc une discipline scientifique qui permet de mesurer, vous savez, c'est utilisé pour mesurer l'efficacité des journaux, l'efficacité des chercheurs. Ça, c'est la plus grande, enfin, c'est comme ça qu'on connaît principalement la bibliométrie, mais en fait, l'idée, c'est de mesurer aussi n'importe quelle information, en fait, enregistrée, vous voyez. Ça va encore plus loin. Et puis, il s'est quand même passé pas mal de temps entre 69 et maintenant. Et la révolution numérique est passée par là. Donc là, vous avez une image des serveurs de data center de Facebook. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, là, j'ai pris un peu de recul. On a la dématérialisation de l'information. Qu'est-ce que ça nous permet de faire, cette dématérialisation? Ça nous permet d'avoir un accès universel aux livres, aux informations. Encore plus loin, avec ce qu'on a appelé le Web 2, on peut partager et écrire sur le web. Donc c'est un partage et une écriture universelle. Tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on partage, tout le monde peut le voir. Bon, peut-être pas sur Facebook, mais en tout cas pour les gens qui ont Facebook, ils peuvent le voir. Et au final, quelque chose qui est plus intéressant du côté de la mesure, c'est la traçabilité. De facto, quand on est sur le web, il y a des clients web, il y a des serveurs web. Dans les serveurs web, ils font des logs. C'est un peu technique, hein, mais tout ça, c'est traçable et donc quantifiable. Et en fait, la webométrie, même avant qu'on lui donne un nom, elle existait déjà. Et la webométrie, c'est l'analyse quantitative du web. Elle vient donc de la bibliométrie, en tout cas, elle est largement inspirée, mais elle dépasse vraiment le côté scientifique. Alors, le côté scientifique de la webométrie, peut-être vous savez pas, c'est les altmétriques. Mais je ne vais pas vous parler d'altométrique aujourd'hui. Je vais vous parler. Je vais juste, avant de commencer vraiment le sujet avec la banane, je vais vous donner des exemples d'utilisation de la webométrie. Donc celui-là, vous devez le connaître. Hein. D'ailleurs, la plupart des gens qui font de l'analytique web ne savent pas forcément qu'ils font de la webométrie, mais c'est vraiment la plus grosse application. Mesurer les visites sur son site web. Si on a un site web, il faut le faire. Sinon, on risque d'avoir des visiteurs qui ne sont pas en accord avec ce qu'ils pensent pouvoir trouver sur le site. Là, j'ai mis le terme en anglais, Search Engine Optimization, SEO, optimisation de référencement. C'est le fait d'être
positionné en premier dans les résultats des moteurs de recherche type Google. La position, c'est premier, deuxième, troisième, donc vous avez 10 résultats dans Google. Et puis là, c'est vraiment très concurrentiel, c'est essentiel pour ceux qui ont un site web, même pour les bibliothèques, même pour les archives. Être en premier pour des mots-clés, c'est très important. Et bah voilà, la webométrie permet d'avoir ces informations. D'une manière générale, vous avez la veille, la tendance, le classement, la e-réputation, des choses comme ça. Le classement, vous avez le classement des universités qui existent avec des informations webométriques. Quelque chose de moins courant parce que il y a beaucoup de discussions autour de l'intérêt et de la non-qualité des informations. Les sciences sociales numériques, en fait, il y a certains chercheurs qui viennent des sciences sociales qui commencent à utiliser ces outils-là et qui montrent que malgré des problèmes, on arrive quand même à avoir des études en sciences sociales avec la webométrie. Vous avez le data journalisme. Vous avez les humanités numériques, bien évidemment, tout ça, c'est relativement proche. Ce qui m'intéresse en particulier, les sciences du web. Et puis, d'une manière générale, en fait, ça permet d'évaluer l'impact aussi. Typiquement, aujourd'hui, on fait une conférence. Je vous ai dit de faire des tweets. Enfin, je vous ai proposé de faire des tweets. Si on veut voir si ça a un impact, on va sur Twitter, on compte le nombre de retweets, etc. C'est comme ça qu'on évalue l'impact. Alors, on vient à la banane. Pourquoi mesurer le web avec une banane? C'est assez étrange. Donc vous avez la première raison, c'était pour vous attirer ici. Le mètre étalon n'est pas adapté. J'espère que vous êtes d'accord, que ça ne sert à rien de le mettre quand on travaille sur le web. Pourquoi pas une banane, finalement? D'autres ont utilisé les pouces et les pieds pour mesurer. Bon, pas pour le web, mais en tout cas, alors pourquoi pas une banane? Et puis, on peut toujours la manger si cela ne marche pas. Voilà. Donc, voilà. Ici, vous voyez trois moteurs de recherche très connus, Google, Bing, Yahoo. Puis la première chose qu'on peut voir, que mesurer le web avec ces outils-là, en fait, ils ont des bananes, mais ce n'est pas les mêmes. Donc, quand vous mesurez quelque chose avec une banane, vous avez tout intérêt à avoir la même banane. Si je vous dis que je mesure 10 bananes, il faudra savoir quand même quelle est la banane de référence. Et donc, on parle un peu de métrique. Ici, vous avez le résultat de tout bête, quand vous faites une requête dans un moteur de recherche. C'est la requête banana. Je l'ai pris en anglais, comme ça on a plus de résultats. Si vous regardez dans Google, vous avez à peu près 569 millions de pages qui contiennent ce terme-là. C'est sur la plupart des moteurs de recherche, ces informations-là. Sur Bing, on a 13 millions et sur Yahoo, on a 31 millions. Alors, qui a raison, je ne sais pas. Mais vous voyez les facteurs, ils sont largement différents. Surtout quand on sait que Yahoo utilise Bing. Donc, voilà. Ensuite, on peut regarder plus précisément. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette façon de faire, ici. Si on veut regarder sur un site particulier combien il y a de pages, par exemple, si vous voulez savoir le nombre de pages sur le site Wikipédia, vous faites site2.enwikipedia.org dans le moteur de recherche. Vous allez avoir le nombre de pages du site. Et puis, si vous rajoutez la requête, vous aurez le nombre de pages du site qui contient ce mot-clé-là. Et puis là encore, donc, on tombe sur des chiffres très différents. 46 000 pour Google, enfin 47 000, 787 000 pour Bing et Yahoo, 1 880 000. Voilà, donc la webométrie, vu les différences d'outils, on n'est pas sorti de l'auberge. En plus de ça, je ne vais pas passer toutes les métriques en vue, c'est juste quelques-unes pour vous donner des exemples, mais il y a des métriques qui disparaissent. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Donc le PageRank de Google existe encore, mais juste pour Google.
nous, pauvres utilisateurs et personnes qui font de l'optimisation de référencement, on n'a plus accès à cette magnifique information qui est le PageRank. Donc PageRank, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça permet d'évaluer la popularité d'un site web. Plus un site web est cité par les autres sites web, en termes de pages, plus il a un PageRank élevé. Et donc ce PageRank, il était disponible, pas très précis, mais sur une échelle de 1 à 10, jusqu'en avril 2016, et puis disparu. Ensuite, il y a encore le nerf de la guerre, souvent sur le web, on dit que content is king et links are queen. Les liens, c'est vraiment quelque chose de très important sur le web. Et puis, avant, on pouvait avoir ces informations-là juste en tapant ce genre de requête-là, link.en wikipedia.org. Ça nous permettait de savoir de connaître toutes les pages qui pointent sur ce site-là. Et puis, vous voyez les résultats, hein, 34 pages qui pointeraient, selon Google, sur Wikipédia, 88 pour Bing, Yahoo 221. Voilà, ça marchait avant, ça ne marche plus. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Il y a différentes raisons, hein. La principale, c'est qu'ils ne veulent pas que les gens qui fassent de l'optimisation de référencement ils aient accès à ces informations pour faire du reverse engineering. Et puis ils disent que de toute façon, c'est les moteurs de recherche, ils ne sont pas là pour donner ce genre d'informations, hein. Alors, il existe des alternatives, hein, Majestic SEO, Ahrefs, Moz-Dev, pour ceux que ça intéresse. Mais là encore, les chiffres, vous voyez, c'est largement différent, hein. 6,4 milliards de liens rentrants et 121 millions pour un autre outil. Mais là encore, vous avez des facteurs 10, voire plus, entre les différentes métriques. Alors, pour finir, alors vous voyez, j'ai utilisé un peu banane, hein, comme métrique, hein. Là encore, je vais utiliser dans Google Trends. Google Trends, c'est un outil qui vous permet d'avoir les tendances des mots-clés sur une certaine durée. Là, je vais le faire sur 5 ans. Et c'est les tendances des requêtes des utilisateurs de Google. Ça, c'est assez intéressant. Ça vous montre l'intérêt des gens par rapport à quelque chose. Alors, le problème, c'est que c'est pas quelque chose, c'est des mots-clés. Mais voilà, donc j'ai mis banana, apple, orange. Alors, excusez-moi, la banane, elle est en bleu, mais je pense qu'on arrivera à s'y repérer. Et puis, là, on peut être un peu étonné. Il y a une raison, hein, mais pourquoi on mange plus de pommes que de bananes, ou d'oranges que de bananes? Alors là, bien entendu, je pense qu'il y en a certains qui savent déjà pourquoi. Parce que là, je ne vous ai pas donné toute l'information, en fait. Vous avez des catégories. Donc, si vous prenez tout en général, forcément, Apple, ce n'est pas qu'un fruit, c'est aussi un constructeur informatique. Et voilà, donc il est très requêté dans Google. Et là, on voit que si on prend du point de vue informatique, ici, on a vraiment Apple qui sort en premier. Puis bien entendu, vous avez une autre catégorie, c'est des catégories qui sont disponibles sur Google Trends. Alors, comme d'habitude, dans Google, on ne sait jamais comment ils font ça, mais ça semble en tout cas plus plausible. Et puis là, on se retrouve quand même avec, en moyenne, en tout cas, plus de bananes que de pommes. Et puis les pointes ici, ils correspondent aux conférences Apple. Alors que celle-là, ça ressemble plus à des choses liées, je sais pas, aux ventes de pommes, à la saison des pommes. Je ne suis pas professionnel, mais ça peut être plutôt ça. En tout cas, c'est pas les mêmes pics. Donc juste pour vous dire que quand on utilise un outil comme ça, il faut faire attention pour pas faire des mauvaises interprétations. Alors c'est assez évident ici, mais voilà. Alors voilà, la banane étalon, je suis un peu désolé de vous l'apprendre, ça n'existe pas. Et en fait, c'est quoi la problématique de tout ça? En fait, vous avez vu avec ces petits exemples, on a des différences de métriques entre les outils qui sont très, très importantes. Donc, quand vous voyez des résultats, des fois, data journalisme, etc.,
faut faire très attention à l'origine de ces données et d'avoir des descriptions plus précises. Il faut bien connaître les limites des outils, on le voit avec le Google Trends. Pour certaines métriques, genre le positionnement, si vous êtes géolocalisé à Carouge, typiquement, et que vous tapez pizza, ça va vous donner les pizzas de Carouge et pas d'ailleurs, pas de Zurich, ce qui est plutôt bien. Mais si vous voulez faire du SEO, bah, ça peut poser des problèmes. Donc, vous avez à prendre en compte la géolocalisation pour les métriques. La personnalisation, donc si Google il vous a repéré, il sait qui vous êtes, quelle requête vous faites, vous savez, les filtres, les bulles de filtre, bubble filter, il peut vous proposer des requêtes plus en accord avec des résultats plus en accord avec votre profil, ou peut-être de la publicité, je ne sais pas. Et puis, un problème encore beaucoup plus important, à mon sens, c'est la disparition des outils du jour au lendemain. On a vu quelques exemples. Ce n'est pas vraiment les outils, mais c'est certaines fonctionnalités des outils. Et bon, bah, avec Google, vous avez vu, avec Google Reader, les outils disparaissent. Donc, il y a plein de gens qui font des métriques sur ces outils-là, puis du jour au lendemain, ça n'existe plus. Et bien entendu, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais pourquoi on utilise ces outils? Bah, parce qu'on a besoin de crawler le web. Si vous voulez connaître le nombre de pages sur un site, il faut crawler le site. Sinon, vous ne pouvez pas savoir. Et si vous voulez savoir le nombre de liens rentrants sur ce site, bah, c'est encore plus difficile parce qu'il faut crawler tout le web. Donc, il y a un problème pour avoir ces métriques précises, c'est qu'il faut, que ça coûte cher et que c'est complexe. Et puis, en plus, d'un point de vue technologique, on a une grosse tendance en ce moment, mais ça a toujours été un peu le cas, que les technologies vont un peu plus vite que les outils qui crawlent, et des fois la notion de page, elle n'est pas si évidente. Alors contrairement à la bibliométrie, où là un livre c'est un livre, une page c'est une page, en général, sur le web, un site est un site, ok, pas sûr, les noms de domaine, les noms de sous-domaines, une page est une page, des fois vous avez des pages à rallonge, c'est plus vraiment une page. Parce que ça a des technologies JavaScript. Donc, quand vous comptez les choses, bah, ce n'est pas très précis. Alors, c'était une façon pour moi de vous présenter un peu la webométrie d'une manière un peu détournée. Et puis, quelles solutions on peut apporter à ces métriques qui sont tellement différentes? Alors, actuellement, la meilleure façon d'utiliser ces métriques, c'est de comparer dans le temps avec les mêmes outils. Dès que vous prenez un autre outil, de toute façon, ça ne va pas marcher. Même dans le web analytique, si vous prenez à Google Analytics et un autre outil d'analytique, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Parce qu'ils ne comptent pas pareil ce que c'est un visiteur, le temps passé sur un site. Donc voilà, une façon de faire, c'est de comparer dans le temps avec les mêmes outils. Mais bof, ce n'est pas encore optimal. Alors, standardiser les métriques du web, ça, c'est quelque chose d'assez essentiel, en fait, qu'il faudra faire à un moment donné. C'est d'avoir des références communes pour ces différentes métriques. Je pense qu'on ne peut pas passer au deuxième point sans avoir des moissonnages publics du web. Et ça commence à être fait. Il y a une initiative qui s'appelle Common Crawl, qui permet qui crée tous les mois à peu près entre 100 et 200 téraoctets de crawl. Mais ce n'est pas suffisant, surtout quand on voit le nombre de pages indexées par Google. Il faut rendre transparents les outils du web. Alors, quelque part, ce n'est pas en demandant à Google qu'on va arriver à ça, mais c'est à nous, académiques, à essayer de trouver des solutions là-dessus. Et puis, une autre façon de faire, c'est d'évaluer en continu ces outils pour avoir des références communes. Voilà comment on peut faire. C'est assez compliqué. Et puis, voilà, quelque part, on peut se demander, est-ce que c'est possible? Donc, moi, j'ai fini ma présentation. Il reste 3 minutes si vous avez d'éventuelles questions. Et puis, j'avais oublié. Donc, voilà mon sondage. À votre avis, quelle est ou quelles sont les applications les plus intéressantes de la webométrie pour les spécialistes en information documentaire?
Et je vous propose A, l'analytique web, B, optimisation de référencement, C, veille, tendance, compétition, D, humanité numérique, E, évaluation d'impact, F, sciences sociales numériques, G, sciences du web, ou alors, si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que je viens de dire, vous pouvez mettre aucune. J'ai pas mis le data journalisme, je l'ai rajouté juste ce matin, mais vous pouvez le mettre dans... Enfin, vous pouvez pas le choisir. Donc, pour ça, je rappelle, hein, il faut googler Socrative dans Google, choisir Student et saisir le nom de la salle, Santidé 2. Et vous aurez le questionnaire. Normalement, Bastien s'est chargé. Oui, il me dit oui, donc c'est bon. C'est ouvert, vous pouvez voter. Et puis, donc, il nous reste vraiment 1 minute. Peut-être une question, si vous avez une question à poser. Ah, c'est tout là-haut. Donc, le data journalisme, c'est le fait d'utiliser les données pour trouver des évidences par rapport à des événements. Et ce que je peux vous donner comme meilleur exemple, que j'ai vu, en tout cas qui est assez rigolo, c'est une fois je suis tombé sur Le Temps, qui avait un article qui s'appelait, je l'ai noté ici pour ne pas oublier, c'est à Colonie qu'on s'intéresse le plus au scandale des Panama Papers. Donc ils avaient utilisé Google Trends pour savoir quelle était la commune qui s'intéresse le plus aux Panama Papers. Et puis donc ils ont trouvé que c'était la commune la plus riche de Genève qui s'intéressait aux Panama Papers. Donc c'est un peu détourné, mais vous voyez, hein, on utilise les données, on fait de l'information qui n'existait pas a priori. C'est une grosse tendance hein, aussi de faire du data journalisme. Alors je vais être obligé de clôturer ma session et puis je vais inviter les prochains intervenants à prendre la parole. Je vous remercie pour votre attention. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez venir à la pause après. Merci.